Avant, je vais vous poser une question. Ah, ok. Ouais. Donc, pourquoi, dans l'Égypte ancienne, les dieux étaient-ils illustrés avec un visage d'animaux et un corps humain? La réponse dirait que c'est parce que c'est ce qu'ils étaient, mais pas forcément des dieux. On appelait Dieu ici. C'est ce qu'ils étaient. Qu'est-ce que tu entends derrière ça? Ils étaient comme ça. C'est comme ça que j'ai entendu. Ils étaient comme ça. C'est-à-dire que plus tard, on a mis des masques, mais avant, il n'y avait pas de masques. Alors moi, j'ai le mot métaphore et c'est pour pouvoir illustrer. J'ai pas entendu. C'est pouvoir illustrer ce qu'il représentait. S'ils avaient eu des têtes humaines, ils auraient eu à faire autre chose pour les distinguer les uns des autres. Et donc, en ayant des têtes-là, on pouvait facilement les reconnaître par rapport à ce qu'ils devaient passer comme message. Et c'est l'enseignement, en fait. J'ai le mot enseignement. Ce qu'il devait être incarné. Oui, mais nous, quand on regarde telle ou telle donc illustration, tel dieu, on ne connaît pas forcément la signification de l'ibis, par exemple, ou autre tête d'animaux. C'était une époque. Ouais. C'était à cette époque-là. Ça, c'est pour ça qu'il n'y a plus comme ça. C'était une vibration de cette époque-là. Et qui était... ils étaient ce qu'ils étaient pour cette époque. Comme il y a des choses qui sont à notre époque, que si on leur l'avait montré à leur époque, elles auraient été dans un certain questionnement. Et là, c'était OK comme ça pour cette époque-là. Ça dit que c'était valable à cette époque-là, puis voilà. Puis qu'un jour, on aura une autre compréhension parce que on découvrira, verra toutes sortes d'êtres, dont des êtres qui ressemblent ou qui étaient comme ces représentations égyptiennes. Et pour nous, l'écho, c'est aussi le questionnement, comme tu viens de le faire. Pourquoi est-ce qu'il y a des choses qu'on ne retrouve pas, puis des choses qu'on retrouve, qui nous interpellent? C'est pas anodin une pyramide, c'est pas anodin un être avec une tête de chat. Mais pourquoi est-ce qu'on voit pas de la même façon des êtres qui sont venus d'un autre endroit, qui sont pas montrés, qui sont plutôt été dissimulés. C'est pour nous interpeller aussi sur ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. C'est au-delà de cette époque, sans forcément donner de réponse, car c'est rechercher ces réponses avec notre être et non avec la tête ou le cœur. C'est avec tout notre être de comprendre, de trouver l'explication à notre façon, avec notre vérité, pour redonner une vibration. Ce qu'il faut dire aussi, quand on émane qui on émane toutes sortes de vibrations. C'est pas qu'une vibration. Et si on vibre
au niveau de l'Égypte et ces choses-là, c'est comme s'il y a des micros ou des mini informations qui sont transmises aux gens qui sont autour de nous, qui captent ou qui captent pas, à la manière d'un poste radio qui, aujourd'hui, je suis sur la RSR et puis si je me décale un petit coup, je suis sur Canal Ciel, je suis sur Canal Anubis. Et puis en passant à côté de moi, une personne qui est aussi branchée sur ce canal-là, elle change certaines informations et qui nous déclenche quelque chose sans savoir pourquoi. C'est garder ces fréquences, ces canaux en quelque sorte ouverts de façon que les trouveurs trouvent. Mais que c'était pour une certaine époque. Sinon, il serait encore là. Mais qui a ses raisons. Parce que ce qui a voulu être dissimulé était dissimulé. Ce qui a voulu être montré était montré. Par les êtres qui sont venus ou par d'autres êtres, dans un sens ou dans un autre. Et que c'est ainsi aujourd'hui, et ça me dit de ne pas se casser la tête avec ça, de juste s'ouvrir et de prendre les connaissances qui sont partout autour de nous pour en comprendre le sens profond et non le sens apparent. C'est-à-dire de pas voir les petits détails, c'est comme de voir en représentation ces êtres et de voir les colliers qu'ils portent et de comprendre ce que c'est que ces colliers ou de comprendre qui est l'être en réalité. En comprenant l'être en réalité dans sa grandeur de ce qu'il a été, de ce qu'il est, c'est de comprendre autre chose que de comprendre pourquoi est-ce qu'il porte tel et tel collier de telle couleur, puis à quoi ça servait. Ça a une certaine information, mais pas forcément. C'est comme nous, quand on décide de changer de coiffure ou de porter tel ou tel vêtement, et puis qu'on nous prend en photo. Et puis d'ici 1000 ans, on dira, mais tiens, ça c'est quand même une parure spéciale, elle avait la coiffure avec des cheveux violets, c'est devait être spécial parce que les gens n'ont jamais eu des cheveux violets. C'est un exemple. Elina, as-tu quelque chose à ajouter? Tous les dessins tous les dessins représentés, sculptés, peints, sont là pour transmettre une information et ça représente quelque chose qui est assez universel. Les porteurs de ces objets, représentations, ne sont pas importants. Ils donnent une direction supplémentaire. Par exemple, je vois, ça fait un moment que je vois ça, le sac à main et la pomme de pin dans des mains de personnages de Dieu importants. C'est pas la personne qui compte, mais c'est ces objets-là. Le sac à main représente le porteur du savoir. Porteur du savoir. Et la pomme de pin, c'est en fait la graine de l'arbre de la connaissance. C'est ça qui est important. C'est les objets qui sont tenus, mis en avant.
Et là, le personnage qui le porte montre l'importance de ces objets et donne encore plus de signification à ces objets. Et la clé de Ankh qu'on voit beaucoup, qu'est-ce qu'elle représente? La clé de Ankh, Oui, le miroir de l'âme. Donc la personne elle-même, enfin, l'âme elle-même, l'être lui-même. C'est aussi une clé. Une clé pour accéder à la connaissance de soi. Elle est tenue dans une main parce qu'elle a été retirée à ceux qui ne la portent pas. Comme le peuple, on leur avait enlevé cette possibilité de faire connaissance avec eux-mêmes et que seuls certains ont accès à cette clé. Toutes ces représentations, elles étaient enseignées par des sages, des prêtres. Et suivant l'évolution de chaque personne, chaque auditeur, celui qui écoutait, on lui racontait une autre histoire de sa possibilité de comprendre. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs interprétations. Et suivant son degré de compréhension probable. Et je vois par exemple que les hiéroglyphes ont été déchiffrés. On transmet cette information comme si c'était l'information juste. Quand je vois quelqu'un qui efface, qui gomme tout ce qu'on a appris sur les hiéroglyphes et qui réécrit autre chose. Et cette réinterprétation des hiéroglyphes permet d'enrichir et d'évoluer dans sa connaissance. Rester sur les acquis. Ralentit dans notre compréhension. Il faut tout effacer et reconsidérer les signes. Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai dit tout ça et si j'ai répondu à ta question. Désolée. Oui, merci, Hélène. Alain? Alors, ce que j'ai vu, moi, c'est qu'une partie de la clé de Ankh, c'est comme une lemniscate. La partie horizontale. C'est un... Et ensuite, il y a eu différentes informations, mais je l'ai vu cette clé qui descendait au niveau
C'est pourquoi j'ai vu comme ça, parce que j'ai un peu de la peine à la voir. J'ai vu qu'elle est descendue au niveau des yeux, que ça faisait la lemniscate comme ça. Donc avec les yeux. Comme cette clé, avec ce qui descend et ce qui remonte comme une boucle au niveau ça me dit du troisième œil. C'est la clé qui est en soi de cette connaissance universelle. Que la clé montrée est cette clé qui est en soi, c'est-à-dire de l'activer. J'ai hésité à dire ce mot activer, parce que c'est pas tout à fait ça dans le sens que nous on l'entend. Et de se relier à nouveau la notion des yeux physiques et les autres, et l'autre en l'occurrence. C'est les portes de ce qui est ici pour accéder aux portes de ce qui est. Les portes d'ici reliées aux portes de ailleurs, de ce ailleurs qui est partout, qui est cette connaissance qui redescend en nous pour se diffuser et ainsi émaner qui on est. Et l'interprétation, elle est à différents niveaux, différents degrés. À vous de voir qu'est-ce que cette clé vous fait ressentir, représente pour vous, pour toi aujourd'hui et toi demain. Que comme cette lemniscate qui est tout le temps en mouvement et qui nous ramène les connaissances indiciées d'ailleurs pour en faire ce que l'on est en fonction de notre propre évolution, de nos vibrations, et ainsi s'intégrer parfaitement en nous et non plus à l'extérieur. Voici le cadeau. Faites-en ce que vous avez à en faire, ce que vous voulez. Vous pouvez l'accrocher comme un ornement. Vous pouvez l'utiliser de votre façon. Vous pouvez l'intégrer. Vous pouvez le représenter. Vous pouvez le faire briller. Vous pouvez le recouvrir. Qu'est-ce que c'est? Une clé, un objet, un symbole, un tout, un autre chose. Suivez votre intuition, vous avez vos réponses, en tout un chacun. Ceci et cela pour l'autre, et pour l'autre est plutôt autre chose, ou un complément de quelque chose. C'est éveiller vos consciences, c'est la clé pour s'éveiller à quelque chose d'autre en se posant des questions. De la façon la plus naturelle en vous. Je dis bien en vous car vous êtes tous différents.
fin de compte, quand je voyais cette clé, je voyais plus vraiment sa représentation, je voyais des boucles. Je voyais ce qui descend et je voyais les boucles comme ça et une boucle comme ça. C'est induire quelque chose pour en apercevoir autre chose. Que la clé sans la porte, la serrure, l'endroit, c'est une clé. Alors dira-t-on à quoi elle sert? Est-ce vraiment une clé? Est-ce que c'est pas aussi la porte et le bâtiment? C'est ouvrir aussi ses perspectives de qu'est-ce qu'une clé. J'entends des rires et des moqueries, mais de l'autre côté, j'entends aussi et je vois des gens qui réfléchissent autrement. À nouveau, c'est une apparence, c'est un objet mystique où toutes sortes de personnes y mettent son savoir. C'est bien pour ça que ce genre d'objet est représenté et montré, pour s'éveiller à la curiosité de nous-mêmes. Pour eux, à cette époque, c'était une évidence. Pour nous, à notre époque, ce qui a été a été. On recherche souvent de retrouver ce qui a été. Ce que l'on oublie, c'est que en se reconnectant à tout ça, c'est pas retrouver ce qui a été, c'est se connecter à ce que l'on devient. Le passé est le passé, le présent est le présent. Rien n'est pareil, tout change. Qu'est-ce qu'on fait? Reste-t-on dans le passé? Reproduire le passé, mais le passé avait sa vibration. Aujourd'hui est aujourd'hui et ça a sa propre vibration. Et quand on dit vibration, c'est trop sélectif, c'est une gamme de vibrations. Ça me dit un exemple comme FM, AM, au niveau radio. Il y a toute une gamme. Voili, voilou. J'ai entendu comme ça. Elina, Oui. autre chose? Non, rien. Alors, j'ai une autre question. Pourquoi le sphinx, lui, a été illustré avec même pas dit, un moment, avec un corps d'animaux et une tête humaine? J'entends le mot l'homme animal et puis beaucoup d'interrogations. C'est le contraire de ce que l'on a vu avant. Avant, on a vu des têtes d'animaux avec des corps humains. Et là, c'est le contraire. Pourquoi?
Est-ce qu'on a déjà fait ce parallèle? Et ça me dit, mais pourquoi pas? Ça montre d'autres animaux. Non, c'est pas d'autres animaux. C'est comme des animaux qui ont des têtes humaines, comme par exemple un aigle avec une tête d'humain. On me dira, mais ça c'est une harpie. Enfin bref. Ou un lion avec une tête humaine. Est-ce vraiment un lion? Etc. Qu'il y a d'autres représentations ainsi, il y en a d'autres plus anciennes où ce qu'on voit vraiment euh, pas style pharaon, mais d'autres styles avec une tête humaine et un corps d'animal. C'est pas que le sphinx. D'ailleurs, pourquoi il s'appelle sphinx? Par rapport à ce qui était dit, ces autres animaux qui ont des têtes humaines. Pourquoi sphinx? Et surtout, cette référence à ce sphinx vers les pyramides qui est, ça me dit comme ça, complètement difforme, avec des proportions. On pourrait croire que c'est un enfant qui a fait ça, que c'était la première fois qu'il créait quelque chose comme ça. Au pied de bâtiments qui sont la perfection. Ça dit aussi que c'est comme ne pas oublier certaines choses, que ce sphinx était différent avant, qu'il y a toutes sortes de théories, mais que si aujourd'hui il a une tête humaine, c'est qu'il y a bien une raison. Ça dit aussi que quand on essaie de restaurer quelque chose comme ceci, que si on ne se donne pas les moyens, on déforme ce qui était. Il y a plusieurs évolutions de ce sphinx que l'on a toutes sortes de théories. Qu'aujourd'hui il est ainsi. Elina? Alors, je suis remontée plus à l'origine. Et donc, c'était pas une tête d'homme, mais une grosse tête de chat. Alors, j'ai essayé de vérifier que c'était pas une tête de lion. Et non, c'est bien une tête de chat. Et un chat avec un visage très, très pour faire peur. Je vois des dents. D'ailleurs, je crois qu'il y a un animal qui s'appelle le sphinx et qui a la tête de chat. Je vois des oreilles avec, je ne sais pas pourquoi, des poils qui dépassent. Et donc, je vois l'origine, un rocher qui avait une apparence d'un animal rocher, et ils ont affiné les traits. Mais, ils ont affiné les traits dans le but que le sphinx
que ce chat soit impressionnant, soit dans le sens un sens protecteur, un sens de gardien sauvage. Là, je vois vraiment une tête d'animal sauvage avec des longues dents, des très longues dents. Et une tête beaucoup plus grosse, mais pas aussi grosse qu'une tête de lion et plus la forme d'une tête de chat. Et après, je vois que ça a été complètement manipulé, la forme. Ça a été retravaillé, retaillé. Mais à l'origine, c'était plus un chat. Un chat sauvage, peut-être. Et dans le but de faire peur pour cacher quelque chose. Et le chat était couché, enfin le sphinx est couché sur quelque chose, sur son territoire. Notion de territoire, de défendre un territoire. Il est assis sur son territoire, défendre son territoire. Il a l'œil aiguisé, il est en mode de protection. Voilà. Que je ressens surtout, c'était pour impressionner. C'est un regard dur et c'est pour ça qu'après ça a été transformé avec un visage humain plus doux, beaucoup plus doux. Et cette transformation en tête d'humain, c'est pour détourner l'attention. J'entends cette phrase, détourner l'attention. En quelque chose de beaucoup plus doux et glorifique. Et qu'on admire pour sa beauté et pour son respect et non plus pour si ça continue à avoir un visage protecteur, ça veut dire qu'il y a un trésor en dessous, quelque chose de caché en dessous et il fallait détourner l'attention par rapport à cette notion. Je ne sais pas si je suis très claire. Oui, oui, tout à fait, Nina. Après, j'ai le mot orgueil qui vient quand je vois le sphinx et cette tête humaine. Le mot orgueil. Apparat, orgueil. Voilà. Alain? Ah, pardon. Il y a eu une transformation consciente. Vraiment très... Il y a vraiment la notion que ce changement d'apparence était vraiment consciente et nécessaire pour détourner l'attention. Comme hypnotiser ou cacher l'information. Voilà, c'est tout. Alain? Oui, alors quand j'entendais Lina, moi j'étais focalisé sur la queue. Et quand elle a décrit le chat avec les poils sur les oreilles, ben, je voyais justement
au même moment, juste peut-être une fraction de seconde, je sais pas, enfin bref, justement ses poils sur ses oreilles. Et quand elle a dit chat, moi ça rimait avec lynx. Lynx, sphinx. Et puis un lynx, il n'a pas de queue. Alors c'était peut-être une sorte de lynx. Je sais pas. Mais ça ressemble à un chat. Et puis lynx, sphinx, les mots sont proches. C'est ce que j'ai eu comme information. Et puis que tout change. Comme avant, on parlait d'époque. Et que il y a eu aussi, ça me dit, détérioration. Que ce que l'on voit maintenant de cet endroit, c'est une chose, mais que c'était pas comme ça à certaines époques. Et que c'était un endroit de toute beauté. Et qu'en fonction des changements d'époque, aussi avec l'effet du temps sur ces choses, qu'il a fallu maintenir ces choses et en fonction de la vibration de l'époque. Et aujourd'hui, à notre époque, on est en train, entre guillemets, de reconstruire le lynx, adroitement, maladroitement. Et on essaie de reproduire comme on pensait qu'il était, et non plus forcément avec la vibration d'aujourd'hui. C'est cette différence. C'est qu'on veut reproduire le passé. Et qu'à ces différentes époques, ils n'avaient pas la même mentalité. Il y a eu des époques où cet endroit était un peu oublié. Ce qui fait qu'on a oublié un peu les traces du sphinx et de tout ce qui était autour. Et qu'on est revenu avec les derniers vestiges des dernières transformations. Ah, ça me dit aussi autre chose. C'est qu'à un moment donné, on a retrouvé que le haut du sphinx, c'est-à-dire la tête, qu'on voyait plus le corps. Ça dit aussi, est-ce qu'il y a plein de théories qu'on a rebouchées pour pas le voir, mais est-ce que justement, c'était parce que c'était voulu qu'on voie plus qu'une partie de ce sphinx, la tête et peut-être un peu plus bas et pas forcément plus loin. Que la vie autour de cet endroit est, ça me dit comme ça, pas franchement connue ou pas fraîchement connue. Mais aujourd'hui, il est comme il est. Et puis, c'est drôle parce que c'est une tête humaine. Et l'humanité est à la recherche d'elle-même aujourd'hui. Cette tête qui représente cette humanité. Puis quand on regarde dessous, on a cette partie animale. Parce qu'on fait partie d'un tout. Ça nous remet au. C'est pas qu'on se sent plus haut ou plus bas, mais au. Entre guillemets, la même hauteur que tout ce qui vit. Pour se reconnecter, c'est aussi une reconnexion à tout ce qui vit là, en l'occurrence au monde animal. De la façon qui était expliquée, c'est l'homme et l'animal, et avant c'était l'animal et l'homme quand on voyait la tête chez aigle, et bref, la tête d'un aigle et puis le corps humain. C'était la connexion de l'animal à l'être humain, mais pas que. Et là, c'est le contraire.
Mais c'est pas le contraire. C'est un tout. C'est cette communication avec la vie, que l'animal, il vit, il se pose pas de questions. C'est comprendre son fonctionnement parce qu'on a toujours imité la vie. On a toujours, c'est faux, c'est qu'on n'a pas toujours imité la vie, parce qu'on fait partie de la vie. Qu'on avait cette connaissance pour vivre en osmose, en se reconnectant à l'animal qui, lui, n'a pas besoin il a besoin de vivre et c'est tout. Et qu'il est adapté à son milieu. C'est pas qu'il s'adapte, c'est qu'il est adapté. Se retrouver cette adaptation dans le milieu où on vit, comme la nature qui est adaptée là où elle est, où elle vit. Ça me montre comme une fleur qui pousse au milieu du béton. Étrange hein, comme endroit pour pousser, pour vivre, pour une fleur. Bah, pourtant, elle est là. Et on va dire pourquoi? Ouais, c'est le hasard. C'est un clin d'œil. C'est comme là, bah, ce sphinx qu'on découvre. Quand on s'affaire autour, étrangement, beaucoup, même si c'est quelque chose qui est lointain. C'est un petit peu comme s'interroger pourquoi on voit ceci comme on voit cette fleur au milieu du béton. Quand on voit cette fleur au milieu du béton, c'est qu'on voit que la fleur. De la même manière que l'on voit que le sphinx, et pas forcément ce qu'il y a autour de lui. On me dira, mais qu'est-ce qu'il y a à voir autour de lui? C'est d'ouvrir sa vision, de ne pas se focaliser sur la forme, mais justement sur ça me dit comme ça, je m'excuse, mais son aura. Que tout objet a une aura, tout objet vivant. Ça dit, mais quelle est la notion du vivre? Et ça dit qu'il y a des personnes qui ont cette capacité de voir certaines choses comme ça. Et ainsi de se reconnecter à cette connaissance. Qu'en revoyant une représentation de l'être humain, mi-humaine, mi-animal, on se reconnecte à autre chose. Pour avoir certaines compréhensions, certaines connaissances qui s'infusent en nous, que l'on peut expliquer par des mots ou sans mots. C'est-à-dire qu'on ressent et qu'on fait, on agit, qu'on comprend simplement, qu'on transmet. Ça me dit regarder la vie en général. Toute la vie. Tout ce qui vit. Ça me dit commencer par vous-même, par votre visage, par votre tête, votre corps. Maintenant, c'est comme si je vois la tête du sphinx humaine qui brille, comme si elle était recouverte d'or, là où c'est recouvert. C'est comme si je le vois dans des proportions adéquates. Alors, ça me dit les bonnes proportions.
avec une autre assise. D'ailleurs, il n'est pas assis, il est couché. Il n'est pas debout, il n'est pas assis, il n'est pas de côté, il n'est pas en tailleur, en lotus. Il est couché, bien en position. Voilà. Elina? Oui, rien de plus. Rien de plus? Ok, très bien. Eh bien, je vous remercie pour toutes ces informations. Merci à vous deux. Si.